C'était juste, le reveal n'est pas terminé, Imu a bien plusieurs formes, plusieurs tailles et plusieurs apparences comme il nous le montre encore aujourd'hui. Également, Omen aura une utilité plus défensive voire régénératrice. Cette flamme a permis à Killingham et Sommers de retrouver leur force et l'entière disposition de leur corps, tandis qu'aujourd'hui, Imu stoppe Ragnir en invoquant à nouveau une énorme flamme noire. C'est un pouvoir très, voire même trop, passe-partout pour Imu qui semble même matérialiser tous ses désirs, lui offrant une nouvelle palette absolument incroyable de capacités, tant offensives que défensives. À travers la possession de Gunko, Imu a utilisé un livre de sorts, un grimoire dont l'utilité n'est encore pas certaine. Il lui a permis d'invoquer des armes telles qu'un fusil et un poignard, mais il serait étonnant que ce soit sa seule utilité. En tout cas, ce même grimoire est invoqué à travers des flammes, il porte un pentagramme sur la couverture et a de multiples pages, on peut donc lui imaginer un tas d'autres utilités, telles que l'invocation devrait être démoniaque ou corrompue, ou de tout autre objet plus important et massif que des armes. L'invocation d'armes fait d'ailleurs à mon sens le cas d'un sujet à part, car bien qu'Imu les ait invoquées pour la première fois avec son grimoire, il a montré deux autres moyens de les matérialiser. Le premier, c'est un pentagramme qu'il semble dessiner avec son trident au chapitre 1150 pour faire apparaître des canons. La deuxième, c'est aujourd'hui dans ce chapitre, encore une fois avec son Omen, lui invoquant un fléau et Némésis. Entre le pentagramme, le grimoire et Omen, c'est pas moins de 3 façons qu'Imu a utilisées pour invoquer des armes toutes plus différentes les unes que les autres. Que ce soit donc un trident, des canons, un pistolet, une dague ou comme je viens de le dire, un fléau et une épée. Et dans ce chapitre, Omen permet carrément de contrecarrer l'attaque frontale de Loki, mais aussi de lui conférer une taille supérieure tout en changeant à sa guise la forme de son arme. Vous vous rendez compte qu'on peut déjà lui assimiler toutes ses compétences pour le peu qu'on l'a vu? C'est assez fou moi je trouve, et c'est que le début. Dans ces 2 derniers chapitres, il n'y a quasiment pas eu une page où Imu n'a pas utilisé ou montré un nouveau pouvoir. Nous allons passer à la suite, j'espère toutefois que ce récap vous a bien aidé. Finalement, la plus grande révélation de ce chapitre réside dans la confirmation d'un lien entre Imu et Joy Boy. On savait tous qu'ils se connaissaient, ou du moins on s'en doutait, mais là c'est carrément une sorte d'amitié qui semblait exister entre eux. On voit Joy Boy rire et surtout on voit davantage de son physique, notamment des cheveux bouclés, très ressemblant à ceux de Ace, avec Imu face à lui, caché sous la même tenue qu'il porte à Marie-Joise. Joy Boy semble lui dire « tu ne trouves pas » ou « n'est-ce pas » d'un ton amusé, donc c'est clairement la continuité d'une phrase dans le style « être le roi des pirates signifie être le plus libre du monde », comme Luffy nous l'a déjà dit, ce qui ferait surtout écho aux paroles d'Imu sur la domination, l'inverse parfait de la liberté. Pour Imu, le désir de l'humain pour le pouvoir mène à la corruption, et pour obtenir ce même pouvoir, les humains font des pactes. Quand le pouvoir, la corruption et les pactes se cumulent, alors la domination prend forme, ce qui est toujours pour Imu le seul vrai secret du bonheur. Pour ceux incarnant le guerrier de la libération, la domination ne peut pas avoir de place dans leur monde, là où pour Imu, ça incarne avec précision le principe de tous ses pouvoirs. Le pacte des chevaliers divins, de quoi s'agit-il? C'est un désir de pouvoir, donc de puissance, qui mène à la corruption à cause d'un pacte finalisé par la domination du sujet. Harald